Bienvenue sur la plateforme Climétis, la plateforme du ministère de l'Éducation nationale et de la formation des cadres consacrée au cours de soutien. C'est un cours de lecture le chapitre 1 du dernier jour d'un condamné à mort de son auteur Victor Hugo, le roman à thèse. Donc c'est un cours adressé à tous les élèves de la première année du baccalauréat, toutes les branches. Avant de passer à l'identification du texte, il faut d'abord commencer par la lecture de tout le chapitre plusieurs fois afin de le comprendre. Donc une fois on a terminé la lecture, on passe à l'identification du texte. Première question porte sur le genre de ce texte. Puisque c'est un chapitre, bien un texte qui figure dans un roman à thèse, bien sûr son genre ne va être que un roman à thèse. Quelle est la typologie textuelle ou bien quel est le type de ce texte? Justifié par des indices du texte. Donc c'est un texte narratif descriptif. Voilà 5 semaines qui montre la narration ou un autre extrait. Et pour la description, nous avons c'était des jeunes filles, j'étais libre, etc. Pour la description. Sur quel thème s'ouvre l'œuvre? L'œuvre s'ouvre sur la condamnation à mort. Après l'identification, on passe à la situation du texte. Où se situe le texte par rapport à l'œuvre? C'est le texte d'ouverture de l'œuvre. C'est-à-dire c'est l'incipit, puisque c'est le premier chapitre. Qui parle dans ce texte? C'est le condamné à mort, c'est le narrateur. Où se trouve-t-il? Il se trouve à Bicêtre. Depuis combien de temps? Depuis 5 semaines. Que fait-il? Il réfléchit à sa situation, bien sûr, de condamné à mort. Alors, on récapitule. Ce passage est le texte d'ouverture de l'œuvre. Le condamné à mort est dans sa cellule à Bicêtre depuis 5 semaines et réfléchit à sa situation. Passons maintenant à voir la situation d'énonciation. Qui parle? Justifiez votre réponse. C'est le narrateur, personnage principal. C'est lui-même le jeu. Nous avons un récit à la première personne du singulier. À qui parle-t-il? Le condamné parle à lui-même sous forme d'un monologue intérieur. Pourquoi parle-t-il à lui-même? Après sa condamnation, le narrateur recourt au monologue intérieur car il ne peut établir de communication avec les autres. Il est seul avec l'idée de la mort. C'est-à-dire il est seul dans son cachot, il n'a personne avec qui parler. Alors là, il s'adresse à lui-même. Alors de quoi parle-t-il? Il parle de ses sentiments, il nous décrit ses sentiments, il décrit son état d'âme et sa condamnation. Pourquoi? C'est-à-dire quel est l'objectif, le but derrière ce texte-là, derrière le fait qu'il nous écrit, il nous décrit ses sentiments, il nous décrit son état d'âme et sa condamnation. Il veut faire participer le lecteur au cheminement de sa pensée et à sa cause. Il veut partager, il veut que le lecteur sache ce qu'il ressent, ce qu'il vit incarcéré dans sa cellule à Bicêtre. Alors, quels sont les deux types d'énoncés utilisés par le narrateur? Donc, il y a une partie où il y a des énoncés ancrés. C'est la partie où il y a l'utilisation du présent, la partie de maintenant
Exemple, maintenant je suis captif. Alors, c'est l'idée de la condamnation à mort qui obsède le narrateur. Donc, il est maintenant dans son cachot à Bicêtre et il vit sous le poids de cette idée de la mort. Et puis, nous avons un énoncé coupé, c'est lorsqu'il utilise l'imparfait, c'est-à-dire autrefois, c'est-à-dire le souvenir d'autrefois quand elle était libre. J'étais un homme comme un autre, j'étais libre. Maintenant, passons à la compréhension du contenu. Le premier axe, le premier élément, c'est une ouverture spéciale. Est-ce que l'histoire commence par la première phrase du texte? Bicêtre condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Est-ce que l'histoire commence par cette phrase-là? Est-ce que normalement c'est le début de l'histoire? Non, l'histoire est déjà entamée parce que le narrateur a déjà passé 5 semaines à Bicêtre. Alors, l'histoire est déjà entamée, l'histoire a déjà commencé. Et l'auteur passe sous silence le début. Normalement, quels sont les éléments qui devraient figurer au début de l'histoire? Donc, des informations sur le personnage comme le nom, l'âge, la situation familiale, le crime, le motif du crime, etc. Connaît-on le crime de ce condamné? Malheureusement, non, il n'est pas cité. Il n'est pas cité, il n'est pas mentionné. On ne connaît rien sur son crime, ni sur le motif, ni sur la victime. Pourquoi le crime n'est pas mentionné, ni les informations sur le condamné? À travers ce procédé, ou bien via cette façon de faire, l'auteur cherche à faire adhérer le lecteur à sa thèse, l'abolition de la peine de mort, et chercher aussi à l'universaliser. C'est-à-dire, quel que soit le crime commis, quelle que soit la personne, quel que soit le motif du crime, quel que soit l'endroit où se trouve la personne qui a commis ce crime-là, il veut que l'abolition de la peine de mort soit abolie. Il ne veut plus qu'il y ait de condamnation à mort. C'est là donc l'universaliser. Un autre point, bien un autre axe, c'est la dualité du texte. Deux univers et deux situations opposées. Autour de quelle opposition le texte est-il construit? Donc, dès le départ, et puis à partir de tous les éléments que nous avons travaillés, que ce soit l'énonciation ou bien la situation, nous avons la première dualité, c'est plutôt la première opposition, c'est autrefois maintenant, et l'opposition, la liberté, la captivité, c'est-à-dire l'emprisonnement. Alors, quels sont les champs lexicaux dominants dans ce texte? Il y a le champ lexical de la liberté, les termes comme libre, promenade, fête, fantaisie. L'emprisonnement. Les thèmes qui réfèrent à ce champ lexical sont captif, cachot, cellule, grille, soldat de garde, etc. Le champ lexical de la peur. On peut relever le terme glacé, horrible, sanglante, hideuse. Et un quatrième et dernier champ lexical, c'est l'obsession. On peut mettre toujours là, refrain, m'obsède, semelle, se colle, reparer. Alors maintenant, on va voir la tonalité. La tonalité dominante dans la partie autrefois et celle dominante dans la partie maintenant. Pour autrefois, c'est la tonalité lyrique. Et pour maintenant, c'est le pathétique. Alors maintenant, on va rassembler ces deux éléments-là, les champs lexicaux et la tonalité. On va essayer de trouver la relation avec cette opposition. Alors, comment ces champs lexicaux, cette tonalité servent-ils l'opposition entre autrefois et maintenant? Pour la liberté, c'est-à-dire autrefois, et traduit le bonheur éprouvé par le narrateur quand il était libre. C'est-à-dire la belle vie, les promenades, les sorties, chaque moment avait son idée. Et la captivité avec l'obsession de l'idée de la mort. Maintenant, elle est captive, il est obsédé par l'idée de la mort. Cette idée qui ne le quitte jamais et lui rappelle sa mort prochaine.
Alors, vous voyez que tous ces éléments ont un rapport étroit entre eux. Toujours dans le sens de cette dualité, nous allons centrer notre intérêt sur deux figures de style, à savoir la personnification et la comparaison. Alors pour cette personnification, il y a certains enseignants qui travaillent cette partie-là, au lieu de mettre la personnification, ils mettent l'allégorie. Mais nous, on va nous limiter pour faciliter la tâche à nos élèves. Donc, on va la prendre comme étant une personnification. Le condamné à mort, la condamnation à mort obsède le narrateur. Relevez toutes les expressions qui caractérisent cette idée. On relève refrain horrible, m'obsède, épie mon sommeil, la forme d'un couteau, sanglante, implacable, conviction, certitude, infernale, spectre de plan, seule et jalouse, se colle à moi. Donc ce sont ces termes-là qui réfèrent à l'idée de la mort. Maintenant, nous, on va prendre seulement les termes qui comparent cette idée à une personne. On relève seul avec elle, glacée de sa présence, seule et jalouse, ses deux mains de glace et puis mon sommeil. Alors, comment appelle-t-on cette figure de style? Donc là, bien sûr, c'est la personnification. C'est la personne, puisque nous avons donné des traits humains à une idée ici. Puisque, oui, à une idée qui est abstraite. C'est pourquoi certaines personnes ils peuvent la prendre comme étant allégorie. Mais là, nous limitons-nous à la personnification. Alors, que traduit cette personnification? C'est une amplification de la force de l'idée de la mort face à l'impuissance du condamné, d'où son obsession. Il se trouve faible, misérable, devant la force de cette idée de la mort, parce qu'il est un condamné à mort. Passons à la comparaison maintenant. Quelle est la figure de style exprimée dans ces phrases? Cette pensée infernale comme un spectre de plomb à mes côtés se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Donc la figure de style, bien sûr, est la comparaison. Alors voyez le tableau. Donc, puisque c'est une comparaison, on doit relever le comparé, le comparant, l'outil de comparaison et les faits. Alors pour la première phrase, le comparé, c'est cette pensée infernale. Le comparant, c'est un spectre de plan. L'outil, c'est comme. Quel est l'effet exprimé par cette comparaison? Elle exprime la peur du condamné, bien sûr, face à l'idée de la mort, cette pensée fatale. Puis, deuxième phrase, toujours le comparé, c'est la pensée. Il faut revoir le texte, bien sûr, pour voir le contexte général de la phrase. Puis, le comparant, c'est le refrain horrible. L'outil, bien sûr, qu'on va remarquer, c'est comme. Et l'effet, il marque l'obsession du condamné par la mort, par l'idée de la mort. Troisième phrase, toujours le comparé, c'est la pensée. Revoir toujours le texte. Le comparant, c'est le couteau. Et l'outil, c'est sous, c'est-à-dire sous la forme, c'est-à-dire comme un couteau. L'effet, c'est le couteau, ça lui rappelle le couteau de la guillotine qui mettra fin à sa vie. La synthèse maintenant. Le récit commence alors que l'action est déjà engagée. L'auteur a recours à ce procédé pour créer l'illusion de la réalité et par conséquent toucher le lecteur et le convaincre de la thèse qu'il défend, à savoir la nécessité d'abolir la peine de mort. C'est une façon aussi de passer sous silence le crime commis par le personnage narrateur, ce qui garantira la compassion du lecteur et assurera au récit la généralité. Par ailleurs, l'auteur donne au texte une tonalité pathétique. Les mots appartenant au champ lexical des sentiments est partout dans le texte. L'écriture simple permet de rendre le récit plus vivant. Elle permet aussi au lecteur une plus grande implication. C'est-à-dire que ça implique le lecteur dans le texte et de là, bien sûr, Victor Hugo va réaliser son objectif ou bien sa visée, à savoir l'abolition de la peine de mort. C'est pourquoi il a préféré commencer son texte ainsi.
ni information générale le condamné, c'est-à-dire le narrateur, ni le crime, ni rien. Et merci pour votre attention.